La Corse, évidemment, puisque le président de la République y est depuis ce matin. Les élections partielles qui ont donné une victoire dans 2 départements aux Républicains. Et puis l'avenir de Paris, du Grand Paris. C'est avec Roger Carucci que nous sommes ce matin, sénateur des Hauts-de-Seine. Alors, le président de la République vient de prononcer un discours où il n'a dit pas question d'amnistie d'ailleurs en Corse, à l'occasion d'un hommage au préfet Erignac. Les revendications des nationalistes sont-elles acceptables? En l'état, non. Non. Non, on peut discuter, par exemple, sur le rapprochement des prisonniers, qui ne met pas en cause les institutions. C'est ce que dit, très étonnamment d'ailleurs, Guillaume Pelletier. Il dit que même Yvan Colonna, ça ne le perturberait pas lui-même, en qualité de vice-président des Républicains, qu'il soit rapatrié en Corse. Moi, sur le rapprochement des prisonniers, je pense qu'on peut faire des gestes. Ouais. Là, il n'y a pas de problème, au cas par cas, mais on peut faire des gestes. Même Yvan Colonna, hein, oui. Qui a été condamné pour l'assassinat du préfet Erignac. Bien sûr, mais qu'il soit emprisonné en Corse ou sur le continent, sincèrement, ça ne change pas sa peine. Bon. En revanche, sur la co-officialité du Corse et du français, ou sur un statut d'autonomie allant très loin au niveau institutionnel, je ne pense pas. Moi, j'ai beaucoup de respect pour la Corse et pour les Corses, mais je pense qu'ils ont tellement contribué à faire ce qu'est la République française, l'Empire avant, la République, ils ont tellement été souvent l'âme de la résistance, l'âme de la France, qu'il y a un côté fusionnel entre la France et la Corse. Vous êtes tous d'accord chez les Républicains là-dessus? J'ai entendu Guillaume Larrivé qui parlait d'une autonomie constitutionnelle. Je comprends ce qu'il veut dire pour éviter d'aller vers l'indépendance, mais je pense que c'est trop, parce que si vous donnez l'autonomie constitutionnelle, l'étape suivante, c'est l'indépendance. Et nous aurions un phénomène de type catalan, ce qui n'est pas souhaitable. Ce que veulent, à votre avis, les autonomistes d'aujourd'hui, les nationalistes? Moi, je pense parce qu'ils ne sont pas tous sur la même longueur d'onde. Ils ne sont pas tous sur la même longueur d'onde. Sur l'urbanisme, sur un certain nombre de décisions économiques, quand on leur donne beaucoup plus de pouvoir, zéro problème. Le fameux droit à la différenciation. Le droit à la différenciation, le droit à l'expérimentation, un droit différent parce que l'identité insulaire existe. Différent. Mais en revanche, au niveau purement institutionnel, soyons prudents. Hors de question pour vous, vous ne le voteriez pas, la reconnaissance du peuple corse dans la Constitution? Non. Je ne l'ai pas souhaité d'ailleurs lors de la réforme de 2008 de la Constitution, où il y avait une proposition d'intégrer cette notion, et je m'y étais opposé. Cette notion de peuple corse. Exactement. D'accord. Monsieur Chevènement est du voyage, alors ça choque les nationalistes parce que ils n'oublient pas l'épisode des paillotes non plus. Ça vous choque que Jean-Pierre Chevènement soit là, qui lui est la figure républicaine par excellence? Non, moi ça me choque pas. Il a été ministre de l'Intérieur, il connaît le dossier corse comme d'autres. Moi, que le président de la République demande à qui il veut de l'accompagner. D'accord. Il m'a rien demandé, mais Gilles Simoni a dit que qui est le patron des nationalistes, a dit que c'était un mauvais signal. Oui, enfin, dans la République, les ministres peuvent encore se Macron déplacer. va tenir sur le sujet. J'espère. Je pense que oui, parce qu'il sait très bien qu'après l'épisode Hollande, on a besoin de l'autorité de l'État. D'accord. Alors, je le disais en introduction, les Républicains ont gagné 2 législatives partielles. Alors, il y en a une, c'est pas tellement une surprise, parce que on avait le sortant. Vous étiez déjà le sortant, et l'autre, un net recul quand même de la République En Marche. Ça vous redonne espoir, ça? Ça nous redonne espoir et ça nous donne des obligations. Ça nous redonne espoir parce que ça veut dire que le côté on marche sur l'eau et tout est possible et on est sur les nuages et on a raison sur tout. Ça, c'est pour le président et sa majorité, d'accord. C'est fini. Ça, c'est fini pour vous. Ça, c'est fini parce que le monde nouveau, le côté complètement un peu éthéré, se fracasse sur la réalité. La réalité, c'est la baisse du pouvoir d'achat, c'est la hausse de la CSG, c'est l'augmentation du prix du gaz, de l'essence, des frais hospitaliers. Donc, il y a une réalité que vivent les citoyens. Et les citoyens, à mon avis, ont là plus sanctionné le pouvoir que pour le moment adhéré à nos idées. Parce que nous sommes, nous, en convalescence. Non, vous n'êtes pas... je crois qu'il faut... Vous relativisez. Laurent Wauquiez conduit la régénération qui est nécessaire de la droite. Il faut la poursuivre et puis faire des propositions. Mais le succès à Belfort et le succès dans le Val d'Oise sont évidemment de bonnes bases. Vous êtes plutôt Wauquiez ou Pécresse, vous? Si je dis les deux, je me fais étrangler ou ici, moi, vous ne risquez pas. J'ai parrainé Laurent Wauquiez. Et je soutiens Laurent Wauquiez. Et j'ai accepté, naturellement, de rester vice-président de la commission d'investiture. Mais après un passé dont chacun sait que je n'ai pas toujours été avec Valérie Pécresse, moi j'estime qu'elle conduit une très bonne politique à la tête de la région et qu'elle est une image. Et moi je ne rentre pas dans ce débat, y a-t-il une droite ou deux droites?
Moi, je pense qu'il faut une grande formation politique de droite, mais qu'à l'intérieur, comme toujours, du temps de René Raymond, on parlait de la droite orléaniste légitimiste. Au début de la Ve République, il y avait la droite gaulliste et la droite anti-gaulliste. Oui. On sait bien qu'il y a des gens plus pro-européens, des gens un peu moins. Moi, j'ai fait campagne contre Maastricht. Oui. Bon, je veux me sentir bien dans ma formation politique. D'accord. Mais je veux que cette formation politique respecte les sensibilités. Et là, vous vous sentez bien ? Et donc, Valérie Pécresse a raison de dire respectons les sensibilités. Vous vous sentez bien ? Où ça, chez dans les votre formation politique? Mais moi, je suis un océan de béatitude. D'accord, dites donc. Sur les européennes, alors justement, parce que là, c'est un risque aussi. On sait très bien, vous l'avez dit, il y a quand même des sensibilités, deux sensibilités essentielles, des républicains assez pro-européens et d'autres. Pas loin d'être souverainiste quand même. Oui. C'est le cas de Guillaume Pelletier d'ailleurs, dont je parlais tout à l'heure. Mais moi je pense que... Vous êtes où vous? Vous avez voté contre Maastricht? Oui, bien sûr, j'ai fait la campagne avec Philippe Séguin. Et le référendum de 2005? Alors j'ai voté oui. D'accord. Mais je pense que la ligne centrale sera ni euroscepticisme, ni eurobéatitude, ce sera euroréalisme. C'est quoi? C'est l'Europe des nations? Oui, c'est l'Europe des nations, c'est l'Europe des États, c'est l'Europe qui dit attention, on ne peut pas s'étendre à l'infini, vers les Balkans comme certains le souhaitent aujourd'hui. Vous parlez du président de la République, là. Oui, mais là, il a tort. Il va trop loin. Il voit, mais bien entendu. Enfin, le système actuel ne fonctionne pas. Résultat, le Royaume-Uni s'en va. Ouais. Est-ce que c'est le moment d'ouvrir et encore ouvrir à des États qui ne sont pas, dans l'immédiat, en situation de rentrer dans les Républicains? Des noyaux, des couronnes, un euro-réalisme, une refonte de l'Europe sur des sujets forts. Oui. Est-ce qu'on peut avoir une politique d'immigration commune? Est-ce qu'on peut avoir une politique de sécurité commune? Est-ce qu'on peut enfin avoir une politique de défense commune? Plutôt que des grands éléments sur la taille des boulons. Bon, très bien. À partir de là, euro-réaliste, pas anti-européen, parce que ça n'a pas de sens. Nous avons besoin de l'euro, nous avons besoin de l'Europe, mais l'Europe a besoin de la France. Et vous arriverez à vous entendre à l'intérieur des Républicains? Vous n'êtes pas trop inquiet là-dessus? Non, je pense que chacun fera un pas. Les eurosceptiques comme moi feront un petit pas pour être euro-réaliste et accepter un certain nombre de choses. Et les eurobéas, il n'y en a plus beaucoup, hein, parce que vu les évolutions aujourd'hui, il n'y en a plus beaucoup. Alors, je parlais, troisième sujet, des départements en Île-de-France. Les 7 départements, puisque Paris n'est plus un département. Eh bien, demain, ça va être département mort, si vous me permettez l'expression. C'est-à-dire qu'il y a des services, sauf les urgences, qui vont fermer, pour protester ou pour manifester son inquiétude, leur inquiétude face au projet de réforme, notamment du gouvernement. Vous allez participer à ce mouvement? Il y aura des rassemblements d'élus, d'ailleurs. Il y a des rassemblements un peu partout dans la région. Moi, j'ai déjà dit, vous savez, lorsqu'en 2013, le premier texte est venu sur la métropole du Grand Paris, je m'y étais opposé au Sénat en disant c'est absurde de créer une strate supplémentaire. Faites de la région la métropole, et ça va aller très bien, donner les pouvoirs métropolitains à la région, et voilà. Et puis après, on s'organise. La création d'une strate supplémentaire a été très mal vécue, parce qu'aujourd'hui, quand vous êtes en proche couronne, vous avez commune, intercommunalité, ce qu'on appelle les conseils de territoire, département, métropole, région. Halte au feu. Qu'est-ce que c'est ces frais à multiples? Alors, il faut simplifier. Il faut enlever une strate, peut-être 2, et on attend du président de la République. Moi, à mon sens, région métropole, c'est la même strate, il faut arrêter. Donc le Grand Paris doit épouser le périmètre de la région. Mais, franchement, aujourd'hui, si vous dites le Grand Paris, ça n'est que Paris et les 3 départements de la proche couronne. Vous faites quoi des 4 départements de la grande couronne? Vous leur dites, débrouillez-vous, on va vous desservir avec les corbeaux, vous avez déjà les petits grilles comme train, et ben on va veiller à ce que vous ayez encore moins. Très bien. Non mais ça n'est pas réfléchi, ça n'est pas pensé. C'est évidemment un tout. Vous savez que l'Île-de-France, 12 millions d'habitants, 12 millions et demi maintenant, 19% de la population française, nous n'avons que 2% du territoire. Franchement, on peut faire une métropole sur 2% du territoire. Qui aura en plus une dimension européenne. Mais oui, c'est la première région d'Europe. Donnons-lui du pouvoir. Valérie Pécresse la gère très bien. Faisons en sorte qu'elle soit dynamique, qu'elle soit attractive. Avec le Brexit, on fait revenir. En faisant que cette dynamique existe, que ce soit un moteur. On garde les départements, Roger Carucci? Si la région est métropole, on peut conserver les départements sur l'ensemble. Moi, ce qui me gêne, c'est la notion de dire on fait disparaître les départements sur la proche couronne et on les garde en grande couronne. Déjà, vous créez une dissension qui n'a pas lieu d'être. Je pense sincèrement, on attend, puisque le président de la République dit qu'il doit s'exprimer dessus depuis 2 mois et demi, donc on attend. Mais enfin, il faut simplifier la carte. À votre avis, il épousera quelle cause? Je pense que sur région métropole, il est assez d'accord, parce qu'il a vu un peu ce que ça donnait un peu partout. Après,
qu'est-ce qu'il veut faire des départements de la Proche-Couronne? Il a eu, on va dire des choses comme ça, des positions évolutives. D'accord. Si le Grand Paris, c'est effectivement la région, c'est un de vos amis qui va peut-être faire un peu la tête, M. Patrick Ollier, qui préside la métropole. Patrick Ollier, c'est l'estime que j'ai pour lui et le travail qu'il a voulu conduire avec cette métropole et qui est tout à fait estimable. Mais à un moment, à l'horizon 2020-2021, il faut un peu de cohérence. Franchement, on est dans la concurrence internationale. Simplifier le millefeuille. On manque d'emplois, on a des frais de fonctionnement lourds. Faites respirer. Alors, vous êtes sénateur d'un département qui est présidé par Patrick Devedjian. Et Patrick Devedjian et Pierre Bélier, qui est le patron du département d'à côté, des Yvelines, eh bien, avaient songé, plus que ça même, travailler à une fusion des deux départements. Ça va se faire, ça peut se faire dans le cadre de cette métropole? Ça, je ne sais pas ce que sera le texte finalisé. En tout cas, vous le souhaitez, vous? Moi, j'y étais plutôt favorable, sauf que très vite, le gouvernement y avait été très défavorable. Donc, le gouvernement il avait bloqué. Le gouvernement précédent. Mais même l'actuel ne dit pas grand-chose de très positif. J'avais défendu un amendement, 2 amendements d'ailleurs au Sénat, l'un sur la fusion des départements, l'autre sur la fusion des communes, au moment où il y avait le problème de la fusion éventuelle entre Boulogne-Billancourt et ici les Moulineaux. Mais les 2 amendements ont été refusés par le gouvernement. Donc, attendons la suite. Vous êtes content de voir que la pollution, d'après Mme Hidalgo, a baissé à Paris? Alors seulement pour Mme Hidalgo dans son bureau, alors. Ah bon? Vous pourriez être candidat, tiens, à la mairie de Paris? Et pourquoi pas? Ah! Et pourquoi pas? Après le temps de lassitude. Vous y songez? Non, je pense qu'il y a suffisamment de bons candidats. Mais si je peux aider à faire en sorte de sortir de la situation actuelle, je le ferai. Plus que la dernière fois. La dernière fois, j'avais accepté au tout début de participer au groupe de réflexion qui travaillait avec Nathalie Kosciusko-Morizet, après quoi j'étais plus en accord, donc je suis sorti du jeu, quand on n'est pas resté sur propreté, sécurité, pollution, parce que je considérais que c'était les 3 éléments clés pour gagner. Moi je pense que si la droite ou d'autres veulent gagner à Paris, il faut vraiment tout centrer sur sécurité, pollution, circulation, saleté, parce que la ville est très sale. Et vous pourriez faire cause commune avec La République En Marche, par exemple, pour gagner la mairie? On a entendu Claude Goasguen avoir un peu cette... je sais. Bon, 2020, c'est encore loin. Attendons de voir un peu qui... Pour le moment, nous n'avons pas, nous, désigné de candidats à droite, donc c'est trop tôt pour en parler. Mais en tout cas, il faut conduire une politique très ferme d'opposition pour en sortir. Non, c'était private joke. Public joke. C'est toujours Roger Carucci qui va répondre à vos questions maintenant en présence de Jean-Baptiste Semerjian. Jean-Baptiste, bonjour. Bonjour Yves, bonjour Roger Carucci. Une première question d'Alexandre, un de nos internautes les plus fidèles, qui vient de Nice. Et donc Alexandre dit, pas de baisse des dépenses, hausse des impôts, Macron fait du Hollande. Vous ne trouvez pas? Macron est plus subtil que ça, malheureusement pour nous, parce qu'il ne ferait que du Hollande, on ferait du Hollande bashing, et puis ça n'a pas très bien fonctionné non plus. Pour Hollande, ça a plutôt bien fonctionné, il n'a même pas pu être candidat. Mais Macron est rentré dans l'habit du président, mais pas dans une politique pragmatique, c'est-à-dire qu'effectivement, on n'a pas baissé les dépenses publiques, ou très peu. Il nous avait annoncé une baisse sensible de la fonction publique, alors maintenant on nous dit on va faire ça de manière volontaire, enfin c'est pas sérieux. Ce qui est inquiétant, c'est que clairement, il y a une baisse du pouvoir d'achat, il y a une hausse de la pression fiscale et des taxes, et on ne voit pas de réforme de l'État suffisante. Donc pour le moment, Macron a pris l'habit, mais il n'a pas pris la décision politique. Mais la droite, elle a su baisser les impôts et baisser la fonction publique. Le non-renouvellement d'un sur 2 du temps de Nicolas Sarkozy, je ne dis pas que ça avait été miraculeux, mais ça avait fonctionné, c'était un vrai geste. On n'en est pas là du tout. Et on sait bien qu'on est, certes, avec un peu plus de croissance, mais qu'on est toujours mauvais élève en Europe. On reste avec la droite, une question d'Astor, enfin une réflexion d'abord. Ce n'est pas les Républicains qui ont gagné dans le Val d'Oise, c'est surtout l'abstention. Vous répondez quoi, vous, à Astor? Je l'ai dit tout à l'heure, cher Astor. Non, l'abstention aux élections partielles, c'est toujours le cas, donc il n'y a rien de nouveau. Mais je pense qu'en réalité, les électeurs ont surtout sanctionné Macron, pas encore adhéré à la droite. Donc, nous avons un travail à faire de recomposition, de régénération de la droite, ça oui, mais en tout cas, c'est terminé. Macron est en marche, tout pouvoir, toute idée est absolument inatteignable, c'est fini.
Kacinka vous parle du Grand Paris, vous en avez déjà parlé, mais Kacinka relève que vous critiquez vivement les coûts du Grand Paris. Oui. Et Kacinka vous demande est-ce que vous voulez carrément l'annulation du Grand Paris? Vous parlez du Grand Paris Express, là. Ah, c'est-à-dire, c'est pas le Grand Paris. Oui. Qui s'élèverait à 30 milliards d'euros, d'après les dernières estimations. C'est quoi exactement? Alors, le Grand Paris Express, c'est la boucle de liaison de transport avec 3 ou 4 lignes, 15, 16, 17, 18, qui seraient les nouvelles lignes autour de Paris. Bon, moi j'ai dit dès le début, et donc je n'ai pas d'état d'âme, je l'ai dit en commission des finances du Sénat dès 2013, j'ai dit on sous-évalue volontairement, avec des torts partagés, tort de la SGP qui ne veut pas dire les vrais prix, tort des élus qui veulent tous une gare et qui donc n'ont pas intérêt à dire que tout ça est trop cher. Le résultat des courses, c'est qu'on a fait un très beau plan, qui est très cher. Il est aujourd'hui estimé à 38. Moi, je veux vous donner un pari. Dans 2-3 ans, on dirait qu'il est à 45 milliards. Alors après, j'entends le gouvernement qui dit « Non, non, mais on ne touche pas au plan, on fera tout. » Mais on ne nous dit pas dans quel délai, ni dans quelles conditions financières. Donc on verra, parce que pour le moment, attention, hein, c'est pas l'État, c'est pas le gouvernement qui paye. Là, c'est les Franciliens. Hein. Parce que les Franciliens ont des taxes supplémentaires, les entreprises et les particuliers, sur 560 millions d'euros par an, qu'on veut passer à plus de 700 millions pour réaliser le plan. D'accord? Est-ce que l'Île-de-France peut payer pendant 50 ans? Si oui, très bien, mais qu'on mette tout à plat et qu'on renégocie réellement le parcours. Donc vous êtes pour une renégociation du Grand Paris Express? Moi, je suis pour une renégociation pour dire la vérité. Combien ça coûte, ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire, quel est le calendrier. Il faut arrêter de nous balader. Quand est-ce que vous pouvez renégocier ce... Tout de suite. Oui. Mais tout de suite, que le gouvernement vienne autour de la table, Valérie Pécresse, les responsables des départements. Ça, c'est le dialogue avec le STIF et la région, le STIF syndicat des transports. C'est la Société du Grand Paris, le STIF, la région et l'État. L'État, moi je vais dire au gouvernement, mais par pitié, mêlez-vous de vos affaires. Vous ne mettez pas un rond dans le Grand Paris Express et vous vous faites la leçon en permanence. Mais qu'est-ce que c'est ça? Payez si vous voulez parler. Dernière question. Gaëto, avec ironie, Éric Ciotti à la tête du CNI, donc la Commission nationale de l'investiture, avec Nadine Morano et Roger Karoutchi en vice-président. Wauquiez parle de changement, on l'attend toujours. C'est sympa comme réponse. Je n'incarne pas de changement, moi tout seul. Mais la Commission d'investiture, c'est pas la même chose. Moi, je ne compte pas redevenir, même si Laurent Wauquiez gagnait en 2022, par exemple, je ne cherche pas à revenir au gouvernement. La Commission d'investiture, elle est très logiquement dirigée, présidée par des gens qui connaissent bien le terrain, qui connaissent bien l'ensemble des territoires pour donner des investitures. Vous savez, vous ne donnez pas des investitures. C'est un travail lourd et c'est un travail où vous devez connaître les candidats, connaître les situations locales, savoir les évolutions électorales. Ce n'est pas un travail pour des nouveau-nés. Voilà. C'est la conclusion de Roger Karoutchi. Donc le changement de Laurent Wauquiez, c'est pas un changement de nouveau-né. Si, le changement, c'est sur les porte-paroles, c'est sur les gens qui seront en responsabilité sur le projet, mais pas sur les investitures. Sur les investitures, il faut des gens d'expérience. C'est trop sérieux, ça. Oui. C'était Roger Karoutchi. On le remercie d'avoir répondu à nos questions, aux vôtres, aux nôtres. Merci Jean-Baptiste Semédian. Merci à vous deux, en tout cas. Merci beaucoup. Et puis, bien, à demain pour de nouvelles aventures.